à tous les téléspectateurs de Boneza Media TV. Boneza Media TV reçoit aujourd'hui les invités dans son émission Le Monde Actuel dans l'Ituri. Le Monde Actuel dans l'Ituri, c'est une émission débat politique. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois ravis de vous accueillir sur notre plateau. Nous recevons dans ces studios, sur notre plateau, M. Xavier Hassani. Il est le coordonnateur de Jeunesse Nabiso dans l'Ituri et il est également un cadre de l'IDPS Tshisekedi. Bonjour. Bonjour également aux co-débatteurs. Je suis très ravi pour la première fois de participer à vos émissions et j'espère qu'à travers ces émissions, nous allons décrypter, décortiquer les grandes actualités de l'ère dans notre province. Je l'ai dit, et comme vous l'avez vraiment bien vu, ici nous sommes encore avec Prince Oudota. Il est aussi le coordonnateur provincial de l'ECD en Ituri. Bonjour Monsieur Prince Oudota. Bonjour Madame Reina Aminata, bonjour à tous mes co-débatteurs et puis bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, précisément sur Boneza TV. Voilà, merci beaucoup Monsieur Prince Oudota. Nous sommes également aujourd'hui avec le président de l'Assemblée provinciale citoyenne, Monsieur Augustin Malo. Bonjour. Bonjour chère madame, bonjour à tous aux citoyens avec qui nous allons essayer de décortiquer les défis majeurs de notre province. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci surtout de nous rester fidèles jusqu'à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la question de Génocost. Depuis un temps, la République démocratique du Congo a mieux jugé de commencer à célébrer le Génocost. C'est là pour se souvenir des milliers de Congolais qui ont été assassinés, ils ont été violés depuis 1800, je crois, 1882 en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans la province de l'Ituri, les massacres se poursuivent. Monsieur Xavier Hassani, vous êtes l'un de ces cadres de la province de l'Ituri. Que pensez-vous de cette multiplicité ou alors la continuité des tueries au travers la province de l'Ituri? Je voulais d'abord, premièrement, saluer cette initiative du gouvernement congolais de pouvoir célébrer, d'instaurer une date pour envoyer un message au monde entier, pour dire au monde entier que les génocides, ce n'est pas seulement au Rwanda, les génocides, c'est aussi au Congo. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu des millions de Congolais, des millions de compatriotes, au Nord Kivu et en Ituri principalement. Et c'était important que le gouvernement puisse réfléchir sur une journée qui va permettre au monde entier d'attirer aussi une attention particulière sur nous. Vous avez vu le 2 août, c'est toute la République qui était en ébullition, presque toutes les provinces ont célébré, même les provinces les moins touchées par l'insécurité, les provinces comme l'Olaba et les autres. Je vis le gouverneur de province dans ces différentes entités de notre pays organiser cette journée pour célébrer, pour commémorer la disparition par génocide de nos compatriotes. Aujourd'hui, l'Ituri est une des provinces principales. Quand je parle de province principale, parce que c'est jusqu'aujourd'hui que les génocides continuent chez nous. Contrairement à Kisangani par exemple, où il y a eu guerre de 6 jours seulement, dans notre province, au-delà de ce qu'on a déjà enregistré comme massacre, ça continue. Et pour nous, c'était l'occasion de dire au monde entier d'avoir aussi un regard particulier sur l'Ituri. Vous avez vu le gouverneur de province de l'Ituri, son excellence Luboya Kashamajoni, organiser aussi au sein du gouvernorat cette journée sur instruction du gouvernement central pour dire que notre pays est vraiment soucié de la situation que nous sommes en train de traverser. Mais je voudrais porter un accent particulier parce que il ne faut pas qu'on se limite seulement à célébrer. Il faut aussi prendre la décision de stopper le génocide. Et ça, c'est une décision courageuse que nous devons prendre. Moi, j'encourage les efforts que le gouvernement de la République est en train de faire, malgré qu'il y a encore des coques à jambes, parce qu'on ne peut pas dire que tout marche déjà bien. Vous savez, la situation sécuritaire de notre pays
si on commence à la décortiquer ici, la situation est émaillée de beaucoup de problèmes. Nous avons une armée qui a des problèmes, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que le chef de l'État, à chacune de son passage ici, prend toujours soin de le dire. Et grand travail doit se faire sur la réforme de notre armée. Pour que demain ou après-demain, que l'on ne puisse pas continuer à côté les morts et qu'on soit capable d'arrêter l'hémorragie, nous allons rester seulement commémorer en titre illustratif la journée du 2 août, mais que les chiffres ne puissent pas s'ajouter, parce que certainement, à chaque journée de célébration, on en fasse des statistiques. Moi, je voudrais que le 2 août prochain, que l'on ne puisse pas parler des chiffres allant dans le sens évolutif par rapport à la situation du 2 août de cette année. C'est ma plus grande demande, c'est celle au-delà de célébrer la journée du 2 août, nous devons aussi prendre des mesures pour stopper les génocides qui se font au Kivu et à Ituri. Eh bien voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes en train d'encourager donc le gouvernement à beaucoup plus évoluer dans le sens à stopper l'hémorragie ou alors le génocide congolais. Nous sommes également avec vous, M. Prince Oudota. Prince Oudota, aujourd'hui, la province de l'Ituri fait face aux atrocités de ZADF d'un côté et aussi de certains groupes armés locaux de l'autre côté. Nous avons célébré la journée qui a été dédiée au génocide des Congolais. Pensez-vous que cette journée va aider tant soit peu à l'amélioration de la situation sécuritaire au travers de la province de l'Ituri? Tout d'abord, je tiens à remercier et à féliciter mon président du parti politique Martin Fayulu Madidi, puisque c'est lui qui fut l'initiateur de cette journée commémorative aux États-Unis d'Amérique quand il était confiné en 2020, et puis c'était au mois de juin quand on parlait de coronavirus. Et lors du 30 juin, pour célébrer la fête de l'indépendance, des morts, des milliers de morts qui sont tombés à l'est de notre pays, plus précisément au Nord Kivu, et en Ituri, et pourquoi pas à Kwamutu, Maïndombe et tas d'autres provinces là où nous connaissons des atrocités. Alors, après cela, du coup, nous avons dû directement commencer à célébrer, et ici en Ituri, nous avons dit célébrer cette journée, et c'était le 2 août 2021. Nous étions partis, nous étions partis au site de déplacer de l'ISP avec l'accord du prêtre qui était comme superviseur à cette époque là-bas, et on avait fait tout juste une messe de requiem avec les déplacés, puis on avait allumé les bougies. Alors nous avons eu des retours par rapport à ça avec des camarades et des différents partis politiques qui étaient sur place ici en Ituri. Alors aujourd'hui je suis très fier de mon président Martin Fayulu de voir le régime actuel emboîter les pas de son initiative, et c'est une bonne chose, puisque à l'époque quand on le disait, personne ne comprenait, et aujourd'hui si les régimes actuels ont compris que voilà, à chaque fois le 2 août nous avons les obligations et les devoirs de célébrer cette journée comme une journée commémorative de nos membres, de nos frères, de nos concitoyens qui tombent chaque fois à l'est, et c'est une bonne chose, ce n'est pas à décourager. Et puis par là, je vais tout juste faire appel à la population congolaise qu'elle doit comprendre que non, les CID, c'est un parti de valeurs, un CID, c'est un parti qui est là pour la dignité du peuple congolais. Alors voilà un peu ce que je pouvais dire. Alors partant des atrocités qui se passent en Ituri par les groupes armés et les ADF, moi je souhaiterais que cela prenne feu, et malheureusement nous constatons, si nous connaissons ces atrocités aujourd'hui, c'est par marque de volonté des animateurs de l'état de siège ici en province de l'Ituri. Et je me réfère directement de Madame Siminois Judith
le jour de la présentation de son gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Elle avait dit que non, aujourd'hui l'état de siège ne fait rien en Ituri et puis il y a des lamentations du jour au jour. Alors moi je pense que pour mettre fin à cela, il faudrait que le gouvernement siminois puisse prendre la décision de lever l'état de siège, parce que nous voyons que non, l'état de siège n'a pas d'importance. C'est parce que avant l'état de siège, on connaissait les atrocités, mais ce n'était pas comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Surtout un jour où les gens meurent du jour au jour. Hier c'était à Lodjo et aujourd'hui nous parlons de Chomia. Voilà un peu ce qui attend ce peu l'Ituri. Et puis si les gens qui animent le régime actuel ne tiennent pas cela en œil, l'Ituri risque de s'enfoncer davantage. L'Ituri risque de connaître les crimes plus que même ce que nous avons connu en 2003-2002 par rapport à ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons également ici monsieur le président de l'Assemblée provinciale citoyenne, monsieur Augustin Malo. Qu'est-ce que vous pensez de l'instauration du Génocost par le gouvernement? Est-ce que vous pensez que cela va contribuer tant soit peu à ce que les organisations du niveau international prennent en compte les génocides congolais? Nous avions, quand nous célébrons cette journée-là, le 2 août, ce n'est pas dans le cadre de dire que l'État congolais emboîte ces pas-là sans sanction. C'est-à-dire nous les interpellons. Nous interpellons d'abord le gouvernement national et la communauté internationale. Qu'il y a des génocides qui se passent chez nous. Voilà, autant de personnes viennent d'être tuées, autant de forces communes. Alors, comment l'État congolais peut adopter de célébrer cette journée sans qu'il ait des actions? Les actions que nous attendons chaque le 2 août, c'est quoi? L'État congolais nous amène, voilà, il y a génocide, des actions que nous avions déjà concrétisées, les bilans là, de quoi des stocks de ces génocides. Alors jusqu'à là, ce sont des choses qui restent floues entre parenthèses. Par là, quand nous avions célébré cette journée-là, c'était de les interpeller. Parce que tout s'était passé ici, à commencer du président de la République jusqu'au niveau des députés. Tout le monde avait parlé de quoi? Vous souffrez de l'insécurité, nous allons stopper ces génocides. Mais depuis ils sont entrés au pouvoir, nous ne voyons aucun signe des actions concrètes qui montrent qu'il y aura stop des génocides. Il y avait le problème de quoi? Nous allons renforcer l'armée. Nous allons redynamiser la justice, une justice qui sera au bout du village. Chose jusqu'à là qui reste néant. Est-ce qu'il fallait adopter ce système d'avoir de continuer avec ça ou bien de changer de système? C'est ça ce que le peuple attendait de cette journée-là de 2 août. Alors jusqu'à là, pour nous, nous voyons là, ça c'est une façon de marcher sur mémoire des peuples qui est en train d'être accroupir à leur triste sort au moment où on n'arrive pas avec des situations qui comment traître au moment où on n'arrive pas avec des solutions concrètes vers nous. C'est ça ce que nous attendons. De leur côté, nous n'attendons pas que de célébrer seulement cette journée-là. C'était de nous amener ce bilan. Ce bilan a été mitigé. Si nous voyons déjà sur les plans de quoi? De stopper ce génocide. Je rentre ici chez nous. Depuis, nous partons parce que c'est le pouvoir actuel, pendant son premier mandat, il a reconnu cette journée. Avant nous, le cadre de société civile, nous les célébrons à leur absence. Mais maintenant, ils ont accepté de nous accompagner. C'est reconnu par eux. Pourquoi? Au moins, c'est déjà reconnu par eux. Des manières là, des procédures pour stopper ce génocide-là. C'est ça ce qui reste un défi majeur à faire. Et nous ne savons pas comment nous allons sortir de cette crise-là. Parce que nous ne pouvons pas commencer à célébrer le génocide au moment où nos confrères, l'État congolais commence à célébrer au moment où nous perdons des citoyens. Le génocide, ça se passe sur plusieurs formes chez nous. Nous avons d'abord forme de massacre à grande échelle.
À cela, il y a des logements par force des populations aussi. Ça fait partie des crimes. Il y a des enfants privés de l'éducation. Les gens dorment hors ménage, aller dans des sites, aller voir des situations où nos frères sont en train de vivre. C'est inadmissible au moment où nous avons des gouvernants qui dorment dans des maisons climatisées, qui circulent dans des jeeps, qui est acheté par nous le peuple. Et nous le peuple, nous sommes négligés à un niveau où nous n'arrivons pas à nous ressaisir. Dans ce cadre-là, nous leur demandons directement, c'est très concret. Ces gouvernants-là, nous les avions envoyés, nous leur demandons les bilans. Ils sont venus à quel niveau avec Stop de Génocide. C'est ça ce qui va nous intéresser. Pas seulement, et ils commencent à célébrer, pour nous de célébrer ce que nous dénonçons. Alors pour eux de célébrer, c'est quoi? C'est de nous amener des actions déjà amenées, comment stopper ça pour dire de célébrer théoriquement, parce que ce qui s'est passé, c'est purement en grande partie, c'est purement théorique. Lorsque c'est déjà théorique, cela montre qu'il marche sur mémoire de nous, peuple, nous sommes en train de mourir innocemment pour nous ignorons ces causes. La cause est liée à quoi? À notre richesse. Il n'y a pas de dire qu'à l'Est ou bien à l'Ituri, il y a une guerre qui parle de guerre interethnique, ça n'existe pas. Guerre qui se trouve ici à l'Est est liée au pillage systématique des richesses. C'est ici, à tout moment, nous les interpellons qu'il y ait quoi? L'intervention des militaires, et après l'intervention militaire, qu'il y ait une justice qui sera très indépendante pourvu que ces massacres puissent être stoppés. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de continuer dans notre chère émission à Le Monde Actuel dans l'Ituri. Si nous pouvons donc le voir, c'est que les massacres se poursuivent et on peut dire aujourd'hui que les génocides est toujours en cours sur les sols congolais. Monsieur Xavier Hassani, vous êtes un cadre du pouvoir actuel et c'est vous qui avez actuellement le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la province de l'Ituri qui fait face à un grand défi avec les ADF d'un côté, nous avons les différentes milices de l'autre côté, sans oublier une menace qui est en train vraiment de vouloir faire surface, qui est des M23. Vous attaquez l'un de ces gens, vous attaquez l'un de ces cadres qui avaient le pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette menace aussi des M23 qui est en train de vouloir encore peser sur la province de l'Ituri? Merci beaucoup, Madame Aminata. Je ne suis pas d'abord d'accord avec Prince parce qu'il a parlé d'une manière survolée de l'état de siège. Selon lui, l'état de siège n'a pas de bilan. Il a dit ici, mais je vais lui dire le contraire parce que Prince qui me suit ici, il sait qu'avant l'état de siège, à Bunia ici, lui, il ne dormait pas. Parce que Bunia était asphyxié. Les miliciens étaient juste aux alentours ici, à l'entrée de la ville. Et aujourd'hui, il dort paisiblement, donc il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bilan. Deuxièmement, aujourd'hui, Irum, son cadre, son porte-parole, s'était déplacé jusqu'à Irum, M. Malembe, pour dire qu'il n'y avait pas l'existence de l'État à Irum. Il a pris des photos, ça existe, des publications sur là. Aujourd'hui, la vie a repris à Irum. Moi, personnellement, sans sentiment, je n'aime pas aborder la question sécuritaire de notre province avec des passions ou des sentiments. Nous reconnaissons que Ndjougou, il y a encore un problème. Mais les autres entités, Aru, Magi, Mambasa, Bunia, parce que Bunia c'est une entité, et Irumu, il y a une accalmie. Pourquoi il ne faut pas les reconnaître? Les efforts, effectivement, doivent être menés pour stabiliser les territoires d'Indjougou. Ça, je le reconnais. Mais pour dire qu'il y a peut-être de mauvaise foi. Deuxièmement, s'il faut parler du génocide, le gouvernement a déjà matérialisé sa volonté d'accompagner d'abord les victimes à créer la FONAREV, le Fonds national donc la FONAREV, c'est le Fonds national des victimes. Vous comprenez? FONAREV est opérationnel. Et FONAREV, j'ai suivi le directeur général de FONAREV tracer un bilan comme le demande notre frère ici. Ils sont dans la phase de la cartographie. Et dans cette phase de la cartographie, je l'ai suivi sur Top Congo, il dit qu'ils ont déjà recensé
toutes les victimes de génocide sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire à Ituri, au Nord Kivu, même dans d'autres provinces, parce que les victimes ne sont pas seulement les gens qui sont touchés par la guerre, il y a aussi des victimes de manifestations politiques. Donc ils ont identifié des millions, il a parlé de plus de 20 millions de victimes déjà identifiées. Et il a parlé de l'identification des sites de déplacés à travers la République. C'est déjà un pas qu'on vient de faire. Alors, par rapport à la situation de l'hémorragie que nous devons stopper, je vous ai dit ici, un pays, on ne gagne pas la guerre sans armée. C'est pourquoi vous avez vu tout notre premier mandat, nous les avons consacrés, parce que le chef d'État, quand il est arrivé, nous avons expérimenté l'approche militaire avec la guerre du Kivu, même avec l'Ituri. Parce qu'à un moment donné, le gouverneur Luboya a frappé Kobu, c'était l'approche militaire, non? Récemment, ici, il vient de frapper Kodeko vers, je pense, vers l'Odjo là-bas, c'est l'approche militaire, non? C'est devant les obstacles, les défis, qu'on développe maintenant les approches qui peuvent accompagner les approches militaires. Et nous devons nous le dire, Madame Aminata, la guerre que nous subissons aujourd'hui, je pense mon ami de l'Assemblée citoyenne l'a reconnu, la guerre a une autre dimension. Nous avons trois dimensions dans cette guerre, je le dis souvent. Il y a la dimension internationale, il y a la dimension régionale et il y a la dimension locale de la guerre. Aujourd'hui, la célébration de la journée du 2 août a pour objectif seulement de montrer au monde entier que les génocides perpétrés par leurs entreprises impactent également les citoyens congolais. Ça ne veut pas dire que c'est cette journée-là sur laquelle on doit s'accrocher et croiser les bras, non. La preuve en est que jusqu'aujourd'hui, les militaires sont au front au Kivu, malgré qu'il y a la trêve humanitaire qu'on vient de décanter, ou qu'on vient de mettre en place. Et ici, chez nous, à l'Ituri, le gouvernement militaire est en train de développer des approches et militaires et non militaires pour essayer un peu de résoudre le problème que nous avons. Je l'ai dit à la tête de l'émission que on doit avoir le courage de dire souvent la réalité, que nous avons une armée qui a des problèmes jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis, je le cite, il y a des images où le chef de l'État lui-même l'a reconnu, qu'il a trouvé une armée avec des problèmes. Où il y a un problème de conscience, où il y a un problème de détournement des munitions, où il y a un problème de gestion. Devant tous ces défis, il faut un travail pour remettre d'abord l'armée sur les rails. Et quand on remet l'armée sur les rails, on ne peut pas croiser les bras. Le temps que nous sommes en train de remettre notre armée à l'ordre, nous exploitons les approches non militaires. Entre autres, les approches de dialogue que nous avons passées ici. Moi, j'ai été participant à la dernière rencontre de dialogue de Rehema Plaza. Et là, il y a des recommandations qui ont été émises. On a demandé à ceux qui voudront rejoindre le VDP de le faire parmi les groupes armés. On a demandé à ceux qui ne veulent pas déposer les armes, ils ne veulent pas rentrer dans la vie militaire, continuer dans la vie militaire, de rejoindre le PDDRCS. Et on a pris la résolution de neutraliser les récalcitrants à ces deux approches. Aujourd'hui, on doit évaluer. Parce que moi, je me souviens, il y a même un officier qui a été dépêché ici pour déjà commencer à identifier les groupes armés. Codeco a été rassemblé, je pense, à Bandroma là-bas. Nous avons vu les images. Mais pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi les autres n'ont pas emboîté les pas? Nous devons aussi être des citoyens pour accompagner les initiatives de paix que le gouvernement est en train d'initier parce que c'est pour notre bien. Je ne dis pas que toute la responsabilité doit revenir aux civils, je ne suis pas de cette école, mais je pense que aux efforts de l'État, les citoyens aussi doivent se joindre pour que nous puissions ensemble gagner la guerre. Parce qu'aucune guerre au monde n'est gagnée que par l'État. Même aux États-Unis, l'armée la plus puissante du monde, elle utilise toujours des civils, ok, pour soit avoir des renseignements,
ou accompagner la politique. Et à ce niveau où la population craint déjà la menace des M23, comme je l'ai dit, parce que beaucoup, nombreux sont déjà morts dans la province de l'Ituri. Est-ce que la population doit prendre au sérieux cette menace des M23 d'arriver jusque dans la province de l'Ituri? Oui, mais nous devons les prendre au sérieux. Pourquoi nous devons les prendre au sérieux? Parce que M23 est en train de communiquer chaque jour. Moi, j'ai suivi même récemment encore un audio de ce Willy Ngoma qui s'est dit voilà, nous allons marcher sur l'Ituri, c'est-à-dire la menace est là. La menace est là. Mais moi, je pense que la première responsabilité de stopper la menace revient à l'État. Et l'État est en train de faire sa part. Comprenez? La population devait accompagner l'État d'abord en se désolidarisant de ces gens qui veulent nous amener les étrangers dans notre province. Vous comprenez? Voilà, merci beaucoup. Donc, je voulais peut-être citer par là, pour dire que aujourd'hui la question sécuritaire, il y a qu'au Congo qu'on pense que la question sécuritaire, c'est une exclusivité de l'État. Au Rwanda, si vous arrivez aujourd'hui, tout le monde surveille tout le monde et ça participe dans la sécurité de tout le monde. Mais chez nous, nous avons donné l'impression, non, nous on doit croiser les bras, c'est l'État qui doit tout faire. Tu as ton frère qui est milicier, tu le caches dans la maison, tu veux que l'État vienne le dénicher chez toi. Tu as ton frère que tu connais, il sort la nuit, il part décapiter les pauvres innocents. Il rentre, parce que moi j'ai dit toutes ces armes, toutes ces machettes qu'on utilise pour aller décapiter les gens, ça rentre dans des maisons de certains. Mais vous allez vous rendre compte, nous avons développé une sorte de protectionnisme exagéré, où lorsque la faute est commise par mon frère, je ne sais pas le dénoncer, et ce n'est pas normal. Nous devons en tout cas faire notre part. Notre part, c'est de dénoncer, et je pense que la population le fait, mais surtout de se désolidariser. Je prends toujours l'exemple de Aru. Vous savez pourquoi la rébellion n'entre pas à Aru? Parce que vous osez seulement aujourd'hui faire une réunion, demain c'est la jeunesse elle-même qui vous amène auprès de l'État. Les autres doivent emboîter les pas. Voilà, nous allons revenir vers vous avant la fin de notre émission. Monsieur Prince Oudota, aujourd'hui la province de l'Ituri fait face déjà à plusieurs groupes armés, notamment aussi les rebelles de ADF. Est-ce que la population doit craindre la menace du M23? Nous arrivons quand même à dormir et dans la paix. Moi, je pense que si j'avais dit que non au début, en Ituri, avant l'état de siège, il n'y avait pas les massacres, il n'y avait pas les atrocités comme nous sommes en train de vivre actuellement. Et cela est exempt. Et j'ai dit, c'est par marque la volonté des animateurs de l'état de siège qui sont ici en train de faire les choses et de leur manière. Si je dis qu'ils sont en train de faire les choses et de leur manière, ils ont oublié la mission qui leur avait été confiée par le numéro 1 de leur régime. Donc, l'état de siège était venu uniquement, spécialement pour mettre fin aux atrocités qui se passent ici à l'Ituri. Mais malheureusement, nous avons dû constater qu'il y a une multiplicité des atrocités, on sait, de notre province. Quand bien même ici dans la ville, nous dormons dans la sécurité. Mais maintenant, nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont dans les brousses, qui connaissent des difficultés, qui connaissent des tueries chaque jour. Et pour ça, nous ne devons pas parler. Non. Il a parlé de l'Irumu, soi-disant un cadre de mon parti politique, M. Lik Madembe, est allé là-bas et il est rentré avec des images en disant que non, là-bas il y a la paix. Mais en Irumu, ce n'est pas partout. Mais c'est Lik s'est dirigé vers Mambasa et puis il est rentré. Et puis Lik n'est pas avec moi. Il peut dire, il peut jeter des fleurs là où il travaille maintenant. Si il a dit épingler le cas de M. Lik Madembe qui était en mission, cela n'engage que lui avec Lik Madembe. Mais parlons aujourd'hui de l'Irumu. Allez vers Kunda, allez vers Babokila, jusqu'à preuve du contraire. Les Tchinyakilima, ils ont toujours leur tenue de milice. Ils ont des signaux qu'ils portent sur eux et ils menacent la population. Et ils ont instauré le système de jetons. Et si vous n'arrivez pas à payer ces jetons de 2000 francs, on vous met dans une prison qui est dans une fosse, c'est pas moi, de 2 mètres, 3 mètres. Et là, vous allez nous dire que non, les gens sont en sécurité. Non, ça, rentrons maintenant en Djougou.
En Djougou, n'en parlons pas, il n'y a pas des avancées. Une partie de Djougou vers Mahagi, quand même, mais rentrons maintenant vers Moualou, Anala, Kilo, c'est pas moi Digene, c'est pas moi qu'on appelle qui. J'ai oublié un peu les mots de ces villages, c'est pas moi, c'est Digene. Oui, c'est pas moi, c'est Digene. À la vers Thierry, Abombi, Mungwalu, Plito, Lojo. Mais les gens sont dans l'insécurité. Les gens souffrent là-bas sérieusement. Et à chaque fois, quand les gens dorment, ils disent merci au Seigneur. Quand ils se réveillent, ils disent merci au Seigneur. Et pour ça, nous n'allons pas parler. Nous devons quand même dénoncer cela. Nous devons dire non. Non, non, non au massacre des peuples congolais, des peuples itouriens. Nous souffrons, nous risquons de rester dans cette histoire de l'état de siège jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Moi, je pense que la meilleure façon de faire est qu'on mette l'état de siège en dehors de ce qui se passe, qu'on remette d'abord l'administration aux civils pour voir si réellement que non, les civils ne seront pas à mesure de mettre la paix dans notre province de l'Itourie. Rentrons maintenant pour la menace de M23 ici en Itourie. L'Itourie connaît, l'Itourie ne connaît pas la menace de M23 ici. Il y a certaines personnes qui sont manipulées en train de citer le nom d'un leader. Un leader là, que je ne peux pas aussi citer son nom, qui n'est pas dans cette histoire actuellement. Qu'est-ce qui choque les gens qui animent l'état de siège actuellement, soit disant que non, les messieurs est allé rejoindre les M23. Et mais nous avons des preuves, les messieurs n'ont pas rejoint les M23. Pourquoi parlons de M23 pendant que les M23 est encore là-bas au nord Kivu et puis loin de Butembo? Pour moi, parler de la menace des M23 en Itourie, c'est trop fort. Tout ce que vous êtes en train d'attendre, vous êtes en train d'attendre de parler aux médias, c'est pas moi, Chomia, il y a eu des échanges de tirs, il y a eu les gens de M23, il y a eu M23, il y a eu la milice, tout ça, c'est une cacophonie. Les gens cherchent à tout prix mettre la main sur certaines personnes qui sont des innocentes, et puis les intercaler hors de la société. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, l'Itourie, pour moi, ne connaît pas la menace des M23 jusqu'à preuve du contraire, puisque je suis de l'Itourie et je viens en Itourie, sauf qu'on veut tout juste diaboliser une seule personne qui a dit quitter l'Itourie, qui a été d'ailleurs menacée par l'état de siège. Et maintenant, si par exemple, moi je vois que non, ma sécurité est menacée et que je quitte Itourie, je pars dans un milieu inconnu. Là, du coup, on va me taxer que non, je suis allé du côté de M23. Non, non, c'est une accusation grave. Voilà, merci beaucoup pour vous. La menace des M23 sur l'Itourie n'est pas vraiment bien fondée. Nous sommes avec vous, monsieur Augustin Malo. Nous allons revenir sur la question du génocide dans la province de l'Itourie, surtout pensant à certaines menaces, notamment des ADF d'un côté et aussi de certains groupes armés sur la province de l'Itourie. Et aussi en voyage, c'est aujourd'hui que nous avons des audios et tout consort des M23 qui disent qu'ils veulent aussi venir aussi prendre l'Itourie. Vous, l'un des citoyens de la province, que pensez-vous de ces menaces? Oui, madame, je vais revenir un peu chez notre frère qui est à proximité du pouvoir. Vous nous aviez, les peuples, vous les avez rassurés que pendant le premier mandat, vous êtes en train de réformer l'armée. Alors c'est là que vous allez le réformer car nous sommes déjà au deuxième mandat. Deuxième mandat, vous devez commencer déjà quand vous avez fait réforme de l'armée. Ce que les peuples commencent à constater maintenant, c'est une dénonciation, l'accusation pour se défendre que notre armée a des failles. L'armée n'a pas de failles. Même l'armée a fait pilonner sur M23 à l'époque. Vous êtes au courant que même l'armée qui a délogé M23 pour ne plus avoir trace de M23 est rentrée encore en activité quand vous êtes au pouvoir. Dire que notre armée n'est pas forte du côté de nous, le peuple, c'est outrage grave. C'est-à-dire, cela montre qu'on n'est pas des vrais citoyens. Notre armée, nous, le peuple, nous avions mis confiance dans notre armée. Il fallait lever seulement ces idées-là de dire que notre armée, au moment où vous-même, vous n'arrivez pas à bien équiper notre armée.
Nous avons des militaires. Allez voir leur salaire, allez voir le salaire des ministres et des députés, des présidents de la République. Allez voir ce que reçoivent notre armée. Et en même temps, malgré tout ça, ils tombent au champ de bataille au front pour dire que notre armée n'est pas efficace. Enlevez ça de votre tête parce que nous, le peuple, nous aimons notre armée. Vous aviez parlé que le peuple ne soutient pas l'armée, ne soutient pas l'État congolais. Allez voir ici Nituri. Nituri est dans les problèmes majeurs. Mais allez voir l'écoulement de l'imprimé de valeur à Nituri. Ça fait la fierté de la République pour payer les gens. Alors qui paye ces taxes-là? Mais ce sont des peuples massacrés ici à Nituri. Alors allez, ceux qui ont pris des armes, allez les voir. Est-ce qu'ils payent combien, ils contribuent combien pour le trésor public? Allez voir si vous êtes en train de dire que nous n'accompagnons pas notre armée, nous ne soutenons pas notre armée. Il y a des barrières érigées par des militaires pour nous payer, nous, population, vu que ce que ces gens reçoivent, pour des vies qui existent, les militaires, vous allez tionner, quitter ici seulement, Bounia pour aller à Igabari. Il y a combien de barrières érigées par les militaires où chaque personne est censée de payer. Et paye ça sans problème, vu que nous devons accompagner notre armée parce que notre armée a difficulté de quoi? De soutenance du côté de quoi? Du côté de nos gouvernants à cause de quoi? Mauvaise volonté. Il fallait recadrer ça parce que nous sommes ça pour ça derrière notre armée. Mais qui sont derrière ces armées? Ce sont rien que des peuples victimes. Vous avez trouvé qu'aujourd'hui déjà le peuple victime a tourné carrément contre notre armée et il y a autant qui a été tiré. Non, faux, archi faux. Quand nous avions le 2 août, cette manifestation, c'était dans le cadre de vous interpeller, de nous amener quoi? Quel était votre bilan de stopper ce génocide-là? Mais chose drôle, vous nous aviez amené seulement des photos symboliques. Quand ces gens ils sont dépêchés de Kinshasa pour venir à Kisangani pour fêter. Combien a été dépassé à cause de ces manifestations? Alors quel sera l'impact de cette manifestation au moment où nous sommes en train d'être massacrés sur terre? Non, il faut aller loin, c'est un pouvoir. Hein. Mais plus vous vous disqualifiez et vous êtes en train de nous amener là où nous n'allons pas nous en sortir. C'est un manque à gagner pour la République. Et qu'en est-il alors de cette menace de M23 qui ici aujourd'hui, arrivé encore à Nituri, va s'ajouter sur les autres groupes armés qui continuent de déstabiliser la province et de continuer à tuer la population congolaise? Oui, le problème de M23 comme service compétent, qui est service de sécurité, déjà on parlait qu'il y a quoi? Il y a menace de M23, il y a même M23 partout en Ituri, mais nous les populations, nous les voyons inaperçus parmi nous. C'est ça le problème. Nous nous posons beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que, parce que c'est que jusqu'au début, nous avions déjà commencé à parler que les problèmes de la guerre qui se trouve maintenant en Ituri, il n'y a pas une guerre interethnique, mais il y a manipulation politique. Certaines personnes sont manipulées pour endeuiller la République, pour endeuiller l'Ituri. Est-ce que ces gens ne profitent pas maintenant de parler au nom de M23 pourvu de bien commettre leurs exactions? C'est ça qui est ce que nous, populations, nous posons. Nous sommes victimes. Si maintenant on parle des problèmes de M23, et nous qui sommes censés de protéger notre République, nous sommes contre cette décision-là. Alors M23, dire que M23 sur le terrain là, nous les attendons, mais mieux vaut qu'on nous amène ces M23 devant la justice, qu'on puisse saisir ces éléments-là. Et le service compétent là de sécurité nous présente que voilà, nous venons de capturer autant sujet de M23, ils ont été dans telle région, voilà, ils sont ici. Nous venons de capturer leurs alliés. Donc voilà les faits, ils ont été dotés en munitions, en armes, parce que jusqu'à là, on parle de M23, mais allez voir des actions que M23 est en train d'exercer au Nord Kivu. Les vrais M23 sont connus ici. Ce sont des gens qui font même tirer avec M23. M23 type population, si les militaires au front, M23 fait des pillages, mais ces gens sont connus ici, les alliés de M23. Il ne faut pas aller loin au moment où on commence à taxer sur des peuples victimes, ils sont des alliés de M23. En même temps, ces victimes-là, qui te fait que tu puisses être là, tu puisses respirer là-bas, c'est à cause de ces peuples victimes. Donc on doit respecter population est sacrée dans tout ce qui se passe. Alors voilà, et avant de chuter avec notre émission, nous allons donner à chacun 2 minutes seulement pour essayer soit de réagir par rapport à un message de l'autre. Monsieur Xavier Hassani, quel est votre mot avant de chuter dans notre émission? Merci beaucoup, madame. Je demande souvent à Prince, et c'est le conseil que je lui donne chaque fois, quand il débat, il doit se maîtriser. Il doit éviter de s'agiter.
Voyez d'abord comment il a répondu à mon premier message. Moi, je parle du voyage que Lick Malembe avait effectué à l'époque. Non. Moi, je... Non. Quand tu parlais, moi, je n'ai pas réagi. Lick vient d'effectuer des voyages à l'Itourie et à Nirumo. S'il vous plaît, vous allez réagir. Il vient d'arriver hier. Ça n'a rien à voir avec son voyage de Mambasa. Je vous dis, il y a des publications. Mais nous parlons. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord finir. Laissez-moi d'abord finir. S'il vous plaît, monsieur Fraisse, vous allez réagir à votre tour. Quand je parle du voyage de Lick, ce n'est pas le voyage qu'il a effectué récemment où il vient de rentrer hier. C'est le voyage de l'époque où il était parti prendre la photo au centre de Irumu. Là où ils ont l'habitude de mettre les drapeaux, et il a tweeté, il a fait un message sur Facebook pour dire que à Irumu, il n'y a pas la présence de l'État. C'est de ce message-là que je parle. Vous êtes un acteur actif sur les réseaux sociaux. Je suis étonné, ou soit tu fais expressément seulement pour embrouiller l'opinion, ou soit tu n'es pas au courant et ça m'étonne pendant que tu es actif sur les réseaux sociaux. À l'époque, Lick est parti, il était encore à l'opposition, il n'était même pas encore à l'Union Sacrée, il était à l'opposition à l'époque, il est parti à Irumu, il a fait des vidéos, des images pour dire que l'État n'existait pas à Irumu. C'est de ces voyages-là que je parle, M. Prince. Quand on parle d'IM23, des fois quand on fait la politique pour plaire, c'est dangereux de presse. Tu es avec moi dans les forums. Nous avons vu des photos des gens ici, nos frères avec qui nous vivons ici, à Punagan avec Corneille Nanga. Vous voulez qu'on vous parle de quoi? Moi, je ne vais plus parler des leaders parce que moi, je n'aime pas parler sans soubassement. Je ne veux pas entrer dans les débats des gens qui sont en train de taxer notre vie. Voilà, montre-nous les images concrètes. Montre-nous. Okay, moi, je vous ai dit, soit tu es dans les réseaux sociaux, soit tu n'es pas. Toi, tu n'as pas vu les images où un frère ici, un commerçant, a publié des images avec Corneille Nanga à Bunagan. Est-ce qu'il faut avoir 1000 têtes pour voir ça? Non. Et c'est quelqu'un proche de Mapi, un porte-parole de Mapi, qui est là-bas. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, je suis avec toi dans tous les forums politiques de la province de l'Itourie. Toi, tu ne vois pas des messages des gens qui font l'apologie du M23. Est-ce que doit vous apprendre ça? Quand quelqu'un écrit non, nous attendons M23 ici, ils sont les bienvenus. Vous voulez qu'on dise quoi? Que l'M23 n'est pas en préparation pour venir ici à complicité avec certaines personnes. Il faut qu'on évite les sentiments quand on analyse les questions sécuritaires de notre écoute. Moi, je voulais qu'on reste dans l'objectif de la célébration de cette journée. Le gouvernement a mis une thématique claire. Il ne faut pas qu'on fasse les méli-mélo. Le gouvernement a dit la première célébration de cette journée sera pour rappeler au monde qu'en dehors, parce que c'est la première fois, il faut le dire, que d'une manière officielle qu'on célèbre une journée de génocide, c'est nous. Je suis d'accord avec Prince lorsqu'il a dit que l'initiative était venue de l'opposition. Je suis d'accord parce qu'à l'époque j'étais encore à SID. Et aujourd'hui le gouvernement a démontré qu'on ne fait pas la politique de la haine. C'est-à-dire lorsque l'opposition propose quelque chose qui est cohérent, on l'adopte. C'est Mafa qui a commencé l'idée et le gouvernement a trouvé que c'était une idée qui était bonne. Pourquoi il ne faut pas l'adopter? Parce que l'objectif, nous devons placer la nation au-dessus de nos intérêts. Et aujourd'hui, on célèbre la journée. L'objectif, ce n'était pas pour stopper les massacres. D'abord de la célébration du dé. L'objectif, c'était pour lancer un message au monde. Parce que je vous ai dit ici, cette guerre, nous la menons sur 3 dimensions. La dimension internationale, lui-même a reconnu que ce qui se passe ici, il y a des intérêts économiques des gens de grandes puissances. Et pourquoi aujourd'hui, il y a certains qui se sont victimisés, nos voisins bien sûr, autour de ça, parce qu'ils ont réussi à montrer au monde entier pour massacrer les gens chez eux. Ce n'est pas avec l'armée comme ça que le Rwanda a mis fin au génocide, c'est lui. C'est parce qu'il a eu l'appui de l'extérieur qui a compris qu'il y avait génocide chez lui. Et il a compris ça comment? C'est à travers des actions comme celles que nous venons de commencer, de montrer au monde que chez nous aussi il y a génocide. Et donc on ne peut pas nous l'empêcher. Voilà, merci. La question de la sécurité, il a bien dit qu'il a posé une question pour dire que voilà, on a dit au cours du premier mandat qu'on était en train de réformer l'armée. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi on est en train de réformer l'armée? Je l'informe que quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé une armée sans aucun cadre de formation. Tous nos cadres de formation qu'on appelait les CI étaient par terre. Kotakoli, Gombari. Comment vous allez produire des militaires formés pendant que vous n'avez pas de camp? Le premier cible, c'était d'abord de remettre sur pied
Tous nos cas de formation et de travail, c'est fait. Vous allez voir des images de certains cas qui sont en train d'être réhabilités. Deuxième objectif, nous avons trouvé une armée infiltrée jusqu'au sommet. Où vous devez planifier les opérations aujourd'hui, 2 minutes après, c'est vos ennemis qui sont au courant. Il faut du temps pour nettoyer parce que à chaque fois vous découvrez quelqu'un que vous savez qu'il est infiltré, ce n'est pas du coup comme ça que vous saurez que celui-ci est infiltré ou pas, c'est partant de ses actes. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de voler, nous nettoyons l'armée. Aujourd'hui, par exemple, pour te donner un exemple concret, je l'ai dit, à l'époque, dans notre armée, il suffisait seulement de voir un militaire rwandais qui passe. Rwandophone, je voulais parler. Même notre colonel, même s'il était sous-lieutenant, notre colonel avait peur de lui. On avait une influence terrible des rwandophones au sein de notre armée. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Tous les Moussekoura et les autres que vous connaissez, est-ce que vous les attendez aujourd'hui? C'est un travail qui se fait, ça va prendre du temps. Ça ne se fera pas comme une baguette magique. Mais je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que nous avons l'obligation de protéger nos populations. C'est pourquoi, devant ces obstacles que nous rencontrons, nous développons des approches qui peuvent assouplir les opérations militaires. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si nous arrivons à gagner des armes par des accords, ce n'est pas tout le monde qui va accepter de déposer les armes. Mais au moins, ça va réduire la capacité opérationnelle de l'ennemi et permettre à la République de marcher sur nous. Merci beaucoup, M. Xavier Sani. Vous venez vraiment de dire ce que vous pouviez. M. Prince Oudota, vous avez 2 minutes pour pouvoir réagir et donner votre mot pour qu'on puisse acheminer avec notre émission d'aujourd'hui. Je partage de tout ce que les camarades avaient de dire. Il a parlé des dialogues, c'est pas moi, l'accord de Réma Plaza. Il a parlé, c'est pas moi, des avancées d'état des sièges. Et puis après, nous avons parlé aussi, ça c'est dans l'Assemblée, nous avons parlé du 1-23. Alors, et puis nous avons célébré la journée des Génécostes. Moi, personnellement, je pense que surtout à l'Ituri, pour qu'il n'y ait plus de violence, pour qu'il n'y ait plus des atrocités, pour qu'il n'y ait plus des victimes, des morts dans des territoires là où la population, les paisibles citoyens sont en train de connaître des difficultés, sont en train de subir, sont en train de mourir. Je pense que moi personnellement, je dois interpeller les régimes actuels de mettre en place un mécanisme qui doit aider les Itouriens, qui doit aider le peuple congolais qui sont en Ituri pour qu'on n'ait plus des atrocités. Et surtout, qu'on doit, si c'est pas si possible, que je vais pousser Madame Siminois avec son régime, comme elle avait dit au début lors de sa présentation, y compris son gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on mette fait à l'état de siège, puisque depuis l'arrivée de l'état de siège à l'Ituri, l'Ituri ne fait que s'ennuyer du jour au jour. Et puis pour la journée du 2 août, je pense que cela ne sera pas la première fois et la dernière. Je pense que nous allons célébrer chaque fois pour faire voir au monde entier que non, la RDC, surtout à l'est de la République démocratique du Congo et une partie de l'ouest de la République démocratique du Congo, sont victimes des atrocités. Le peuple congolais meurt du jour au jour et ils doivent comprendre cela. Et puis nous demandons au régime en place de mettre tous les mécanismes possibles, même si l'objectif était d'abord de célébrer cette journée pour interpeller la communauté internationale ainsi que les autres, y compris l'Union africaine, mais c'est à eux les devoirs de stopper cela pour qu'on connaisse plus les atrocités, pour qu'on connaisse plus la tuerie en Ituri ou soit partout en RDC. Merci. Merci beaucoup, M. Prince Oudota. Nous sommes également avec vous, Augustin Malo. En somme, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au Génécoste à RDC et aussi à l'avancée des M23 si possible? Population, ce que nous attendons, et c'est avec beaucoup de regrets, c'était l'avancement des stocks de génocide. C'est ça ce que nous attendons des gouvernements jusqu'à là, où il y a eu même cette grande célébration avec Sangani, même nous avons célébré ici, chose qui n'a pas été faite, c'est ça ce que nous attendons. Mais nous leur demandons de s'interpeller très vite, président de la République, les députés de leurs promesses, nous allons stopper le génocide. C'est ça ce que nous attendons. Mais déjà ce que nous voyons, que ce gouvernement est devenu inaperçu parmi la population. Nous sommes déjà pendant ces vacances parlementaires
apparemment, caucus parlementaire de l'Ituri se sont désorientés à Kinshasa. Donc nous demandons déjà au corps sécuritaire de les dépêcher, de les chercher et de les dépêcher vite à Ituri. Nous attendons pendant ceci de mars les activités qu'ils avaient amenées. Et en matière de sécurité, ils sont venus à quel niveau? Voilà, c'est ça que le peuple est oublié dans moins de combien, dans moins d'1 année déjà. On ne voit personne. Même si le plan provincial, ce que moi je vais dire maintenant, Tchomé est en deuil. Lorsque Tchomé est en deuil, les députés ne devaient pas laisser seulement les problèmes sur le dos d'état de siège. Les députés devaient déjà rejoindre l'état de siège. Mon gouverneur, maintenant on fait quoi? Chose qui est inaperçue. C'est ici, nous interpellons déjà conscience de ces élus. Ils sachent que 2028 est trop proche. On est avec 4 jours égale à 4 ans. C'est ainsi que nous demandons à eux, si il se sent à l'aise de nous accompagner, qu'il nous accompagne. Mais si il se sent mal à l'aise de nous accompagner, nous allons recourir à l'article 5 de notre Constitution. Tout était clair là-dedans. Merci, je vous remercie. Merci surtout à nos invités. Aujourd'hui, nous avons reçu la présence de M. Xavier Hassani. Merci pour avoir honoré notre invitation. Merci à vous également, Aminata, d'avoir passé à nous. Et merci à votre chaîne. C'est un plaisir pour moi, pour la première fois, de partager un plateau avec vous. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. Nous avons aussi eu aujourd'hui dans cette émission la première fois notre invité Presse Oudota. Nous vous remercions surtout d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie davantage, madame. Merci. Nous avons également eu pour la deuxième fois M. Augustin Malo. Il s'est présenté dans notre émission. Merci aussi pour nous avoir honorés. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous tous. L'émission Le Monde Actuel d'Alituri, nous touchons à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes sur Boneza Media TV, la reine Aminata Kitambala. Je suis à la présentation et la coordination. La réalisation assurée par l'ingénieur Moussa Maxen. Portez-vous bien.